Mesdames, Messieurs, bienvenue. On est très heureux de vous recevoir dans ce programme. Photoreporter, héros de l'ombre, les poids des mots, le choc des images. 4 thématiques portant sur la photo, portant sur le photojournalisme seront débattues sur ce plateau aujourd'hui, bien sûr, avec nos différents intervenants. Voilà pourquoi sur ce plateau, je suis avec Feza Rika. Bienvenue. Merci, tonton Jaco. Vous l'avez dit, il ne sera pas question de faire un état de lieu assez exhaustif sur cette question, mais de pouvoir, bien entendu, valoriser le travail des photographes à travers des exposés, à travers des débats qui vont pouvoir enrichir cette émission de ce soir. Nous avons sur ce plateau Martin Van der Bellen, il est photoreporter formateur. À côté de lui, Yves Sambou, président du collectif SAZI et photographe. Et après, nous avons le professeur Ibongo, directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo. Et enfin, nous avons Justin Makangara, photographe. Bienvenue à vous, chers panélistes. Merci. Alors tout de suite, nous allons commencer par vous, Martin. J'aimerais que vous puissiez répondre à ma première question. C'est celle de savoir que représente l'image pour vous. Quelle est la perception que vous avez personnellement de l'image en tant que photographe? Alors, merci de nous avoir invités. L'image est essentielle aujourd'hui dans un monde et de plus en plus évolué. On est à la fois entouré d'images et nous vivons aussi tous, peu importe notre statut, des acteurs de l'image. Acteurs non seulement parce que nous sommes de plus en plus pris en image, mais aussi parce que nous sommes tous citoyens, nous sommes tous porteurs d'appareils qui sont capables de faire des images. Donc, que ce soit le téléphone portable ou les appareils numériques, aujourd'hui, la photographie est un outil à la fois pour les professionnels, mais aussi quelque chose qui est devenu un petit peu vulgaire, et vulgarisé dans le sens du terme. Et elle est essentielle, elle fait partie de notre quotidien, et de plus en plus, on arrive à se la réapproprier. Donc, on est dans ce monde où on a besoin d'images, et l'exposition qui arrive maintenant ici avec WordPress, c'est une exposition qui est très importante parce que justement elle nous montre à quel point l'image peut être forte et à quel point l'image peut arriver à toucher nos cœurs. Donc c'est clair que l'image c'est pas seulement l'intellectuel, c'est aussi les émotions. Et le plus fort dans une émotion, enfin dans une image, c'est quand elle arrive à résumer une situation. Vous avez parlé de la technologie, avec la facilité de la technologie. Aujourd'hui, on a un peu vulgarisé aussi, rendu facile ce travail, mais c'est un travail quand même assez vieux dans le monde. Comment ça se passait dans les anciens temps? Est-ce qu'on faisait aussi vraiment, on donnait aussi de l'importance à la photographie comme maintenant? Alors la photographie a commencé au 19e siècle avec évidemment une évolution assez progressive. Donc au départ, on était proche de la peinture. Donc les photographes, les premiers photographes comme Nadar, Félix Nadar, ce sont des photographes qui ont eu un grand succès. C'était en Europe et ces photographes étaient considérés évidemment un peu comme des magiciens parce qu'on arrivait à faire apparaître à travers un procédé qui semblait un petit peu mystérieux. Le photographe passait derrière la caméra et puis se recouvrait d'un voile noir. Donc il était avec, on va dire, son appareil sur pied la plupart du temps. Et puis il captivait capturait la lumière et arrivait à travers un procédé qui à l'époque était un petit peu complexe pour les profanes. Et après, il y avait un développement chimique. Et puis, il y avait cette merveille de la photographie qui, au début, était très approximative et plutôt statique.
Donc, c'est-à-dire qu'il fallait un temps de pause assez long pour arriver à avoir quelque chose d'assez assez net. Et puis, progressivement, donc à travers les différentes périodes, la photographie a connu des évolutions techniques pour arriver à capturer le mouvement de façon plus précise et arriver à ce qu'on prise très fort en photojournalisme, c'est-à-dire arriver à être au feu de l'action et à traduire cette action. Donc la photographie, c'est à la fois une histoire d'évolution et aussi un peu une magie, parce que la photographie, c'est l'écriture, la graphie de la photo, c'est la lumière. Ah oui, il y avait tout un processus assez... Bien évidemment, c'est toute une formation. Assez compliqué, mais est-ce que à l'époque, les gens arrivaient à comprendre l'information qui était divulguée à travers ces photos? Alors les premières images d'actualité d'après mes informations, c'est en guerre de Crimée, donc c'est à la fin du 19e siècle. Donc on a des images assez floues, donc pas très faciles à reproduire et à décrypter. Donc ça veut dire que au départ, il a fallu un certain temps pour que les gens comprennent ce que c'est. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui tellement familier pour nous, mais à l'époque, c'était pas évident. Mais bien sûr. Alors, Martin, je vais vous prendre maintenant sous votre casquette de formateur. Selon vous, quelle est la démarche qu'il faut entreprendre pour devenir photographe? Alors, c'est clair que, enfin, il y a différents aspects. Je dirais que pour les gens qui sont passionnés, parce qu'on est en RDC, donc et il faut essayer de comprendre un peu le contexte. Je dirais qu'aujourd'hui, on doit se nourrir d'images, comprendre ce qui est important dans l'image et arriver à, avec les moyens du bord, arriver à, on va dire, capturer ces moments de la vie qui nous entourent pour essayer à traduire ces moments. C'est pas parce on est face à un événement extraordinaire où on se dit là on est devant quelque chose de fort, un événement qu'on pourrait aller reporter parce qu'on est peut-être les seuls devant cet événement ou les premiers. Eh bien, arriver à le traduire de façon, on va dire, intelligente n'est pas si évident. Donc c'est vrai qu'on peut être au début un peu désarçonné par ce qu'on voit comme image, comme résultat, alors qu'au départ on est devant cette situation qui est exceptionnelle et qu'on pourrait détenir un scoop par exemple. Mais donc pour ça il faut arriver, notamment par exemple à travers les appareils téléphones portables qui aujourd'hui sont de plus en plus accessibles, donc arriver à s'entraîner et à essayer de comprendre à la fois comment faire des images mais aussi comment les autres font les images. Puisqu'on est entouré d'images, donc ces images sont accessibles. On va peut-être prendre le deuxième panéliste. Oui, je vais choisir comme ça au hasard, c'est pas parce que vous êtes juste à côté. Je vais choisir Yves Sambou. Yves Sambou, c'est vrai, nous parlons de la photographie, mais nous parlons beaucoup plus de cette photographie dans le milieu de la presse, dans la gestion même de l'information. Alors, j'aimerais savoir, puisque vous êtes là d'ailleurs en tant que professionnel, est-ce qu'une image vaut 1000 mots? Oui, bien sûr qu'une image vaut 1000 mots parce que on peut éterniser un temps, juste un moment, une seconde près, 2 minutes, rien que par un cliché. Et donc ces clichés peuvent rencontrer vraiment tout un livre là-dessus. Et par exemple, les années de l'indépendance, les années 50, on arrive à les décrire sans pour autant être là, parce qu'il y a des photographes qui étaient témoins des événements et qui en ont vraiment fait pas mal d'images et qui, aujourd'hui, pouvaient vraiment faire tout un bouquin là-dessus. Et donc, du coup, c'est ça vraiment l'importance de la photographie, parce que quelque part, ça nous témoigne non seulement le temps, mais ça nous témoigne le langage, la conviction et même, je pourrais dire, la vérité. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, ça vaut vraiment 1000 mots. Non, quelque part, il ne faut pas prendre ces images n'importe comment. Il ne faut pas le prendre n'importe comment. Il faudrait vraiment que l'information passe. Oui, c'est ça. D'abord, pour un photographe, via mon expérience, parce que, au fait,
il n'y a pas assez d'infrastructures qui apprennent vraiment la photographie. Nous, par la passion, mais il se fait qu'il y a l'intuition, il y a les déclics, on arrive à découvrir son œil, ou sinon les autres parviennent à découvrir son regard à travers les images, à travers ce qui se passe. Et de par là, le témoignage vient après que celui-là est photographe ou pas. Mais ça demande aussi que vous appreniez aussi à le faire. Et c'est là où on devient professionnellement photographe. C'est comme pour dire que l'image a un apport à ne pas négliger dans la compréhension de l'information, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Donc l'image accompagne bien le texte ou ça accompagne bien l'information. Quelle que soit la description de l'image, qu'on pouvait le dire, mais c'est vraiment l'illustration même de la lecture qu'on pouvait faire d'un contexte donné. C'est un peu ça. Faiza, je sens que notre professeur avait vraiment envie de parler depuis le début. En lui. Peut-être qu'il a encore quelque chose à ajouter. D'abord par rapport à cela, par rapport au traitement même de l'information. Moi, je vais me permettre de vous reposer cette même question que j'ai posée à Yves. Est-ce que vraiment une image vaut 1000 mots? Est-ce qu'on peut, en d'autres termes, est-ce qu'on peut mieux transmettre l'information à travers l'image au lieu d'écrire des longs articles? Merci d'abord d'avoir invité à cette belle émission. B1 est toujours considéré par nous, je veux dire, ministère de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, comme partenaire privilégié, et particulièrement l'Institut des Musées nationaux du Congo, parce que nous avons réalisé assez bien de choses avec B1. Je vous remercie pour cette invitation. J'aimerais d'emblée dire que c'est un grand plaisir et une joie de voir cette belle exposition de photos de journalistes et se dérouler, se réaliser dans un musée, et surtout dans ces nouveaux musées d'art contemporain et multimédia. Et tout de suite, vous voyez l'usage que l'on peut faire de la photo. La photo est source et lieu de communication, lieu d'identité, lieu de culture. Donc la photo, il faut la prendre comme un produit, comme document. Et il est extrêmement important de pouvoir accompagner les photographes dans le travail, mais aussi à terme, que fait-on de l'image ? Voyez maintenant des images président à cette belle exposition. À la fin, ça veut dire que les photos peuvent être conservées au patrimoine. Et là, nous avons une riche expérience de la photo, parce que lorsque les chercheurs vont à l'intérieur du pays récolter les objets, eh bien, les chercheurs parmi lesquels se trouvaient des photographes qui font l'enregistrement photographique des réalités de notre pays. Ils font l'enregistrement photographique de l'habitat, de l'environnement, de pas mal de scènes, des cérémonies, de nos traditions, de notre culture, et ça devient une forte documentation pour les objets qui sont récoltés, qui sont mis en valeur dans un musée. Voyez combien... On sent que c'est un conservateur qui parle. Vous voyez combien il y a une complicité entre les images et les matériaux qui sont conservés au musée, parce que les images, en ce moment-là, deviennent pour nous source d'information, lieu de compréhension de nos cultures et de nous-mêmes, de sorte que l'on peut conserver. Et je me disais, telle image, telle époque, telle image, tel temps, telle photo, parce que la photo reflète justement les temps. On l'a si bien dit en d'autres termes. Donc les photos reflètent le temps, reflètent aussi en même temps le goût des photographes, parce que le photographe, derrière sa caméra, il y a des émotions qu'il ressent, mais qu'il veut transmettre au public, aux différents lecteurs de ces photos, de ces images. Et donc, il y a aussi à la fois non seulement complicité texte et image, mais complicité du photographe et l'image. C'est que ce sont donc ces émotions, sa formation et son éducation qui le conduisent à prendre les images, de sorte qu'il y a une sélection, donc un choix. Il opte pour telle image et pas pour telle autre image, parce qu'il sait d'avance, a priori, que cette image, en la prenant, elle devient pour elle
source d'émotion, mais aussi des plaisirs pour ceux qui vont lire les images. Donc il faut la prendre au sérieux, l'image. Moi-même, j'ai dû travailler sur les images. J'ai travaillé pour ma thèse de doctorat sur la peinture populaire, mais donc sur les images. Donc vous voyez que le photographe, il faut le prendre pour artiste également. C'est une œuvre qu'il produit et une œuvre qu'il met donc à la société. Et donc c'est pour moi extrêmement important de comprendre que l'image, et de bien former les photographes parce qu'ils nous conduisent à fixer nos réalités, à fixer nos cultures, à fixer nos époques, à fixer les événements, à fixer assez bien de choses qui, à la longue, ne sont plus dans l'oubli parce que le photographe nous a aidés à entrer dans la mémoire collective. Est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui, à travers ce plateau, à travers ce que vous venez de dire, est-ce que nous devons comprendre que ce serait peut-être mieux de diffuser les images et de laisser tomber tout ce qu'il y a comme écrit. Donc carrément, je peux avoir un magazine avec tout plein d'images, l'information va passer. Puisqu'une image vaut 1000 mots. Je pense que ça serait un très mauvais pédagogue. Nous qui sommes amoureux du livre, mais lorsque le livre s'accompagne des images, alors que le livre devient plus prégnant et plus intéressant. Et donc, les deux valent. Ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Alors, j'aimerais quand même, il y a une question qui me préoccupe, c'est les moyens par lesquels on peut partager des photos. C'est évidemment à travers des livres, à travers des expositions comme on le voit, et pourquoi pas des musées. Vous avez donné un exemple assez concret tout à l'heure. Est-ce que les photographes ont toujours cette accessibilité à ces différents moyens de partage des photos par rapport au contexte de la RDC? Mais là évidemment, c'est un problème peut-être d'équipement. C'est un pays qui se construit, qui se fait. Et nous sommes dans un processus. Les choses, il faut le prendre dans un processus évolutif. Et donc, il faut aider les artistes, plutôt le photographe, à s'équiper, à se former, à s'équiper également. Et mais aussi à entrer dans ce nouveau monde de nouvelles technologies d'information et de la communication. Peut-être que ce serait le lieu le plus important pour non seulement se mettre à jour, mais aussi, j'allais dire, participer de toute cette évolution du monde. Je ne veux pas dire que nous sommes dans un village planétaire, mais lorsque les images ailleurs font la fierté des photographes, etc., et je pense que nous ne devons pas être en reste de tout ce qui se passe à travers le monde. Perception de la RDC, de l'extérieur, photographe, vous avez un rôle majeur à jouer par rapport à l'image que nous vendons de la République démocratique du Congo, de l'extérieur. Est-ce que ça a toujours été positif par rapport à ce que vous prenez comme image et que vous vous présentez à l'extérieur? Ah, ça, c'est une extrême, une question assez importante, effectivement. Vous savez, il vaut mieux, effectivement, bien traiter les images, parce que ce sont les images qui vont traduire et vont refléter l'image même de notre pays. Vous savez que notre pays fait du chemin. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a racontées, qu'on continue peut-être à raconter également sur notre pays, et on fait passer très souvent des images très négatives et assez j'allais dire, irrespectueuses, et non seulement de nos valeurs, mais aussi de tous les efforts qui sont fournis dans ce pays. Et c'est à cela que revient le rôle important des photographes qui doivent aménager tous les efforts pour que les images qui parviennent ailleurs soient des images fortes, certes, mais des images qui disent vrai dans le sens positif, et des images qui reconstruisent l'image de notre pays. Et là, on en a besoin. Je pense que tout ce qui s'est fait de bien, de vrai, de bon dans ce pays mérite d'être fixé, et surtout par les photographes, pour que notre pays... Quand on parle de la RDC, par moments, ce sont des images des femmes violées, ce sont des images de guerre qui défilent à travers les réseaux sociaux. Malheureusement. Alors qu'on peut trouver mieux. Ah oui, on peut trouver mieux. Mais qu'est-ce qui peut mieux traduire les 5 chantiers, la vision de la révolution, de la modernité? Qu'est-ce qui peut mieux présenter ces belles images de la reconstruction nationale? Qu'est-ce qui peut mieux représenter
tout ce qui se fait dans ce pays, ici et là, parce qu'attention, le Congo, la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa. Je vais ouvrir l'œil et de regarder, et très bien regarder pour voir ce qu'on peut laisser voir pour ce pays, pour que les gens viennent à se passionner de ce pays, à s'émerveiller de ce pays. J'ai toujours adoré 2 livres. Excusez-moi d'être si bavard. Mais j'adore 2 livres. D'abord celui du frère Cornet, Joseph Cornet, qui est mon prédécesseur et mon maître, qui a dirigé pendant 12 ans l'Institut des musées nationaux du Congo, qui a écrit Congo, pays de tous les trésors. Ça, c'est le premier ouvrage. Le deuxième, c'est Congo, pays magnifique, d'Alain Huard et Chantal Tombu. C'est des amis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut montrer justement le côté magnifique de ce pays, le côté des trésors, des valeurs de ce pays. C'est ça qu'il faut vendre, c'est ça qu'il faut montrer, avoir à travers le monde. Justin Makanga, il est par moments difficile de prendre la parole après tout le monde. Mais sinon, je veux juste vous demander peut-être d'ajouter quelque chose par rapport aux panélistes qui vous ont précédé ou des nuancés, de dire mieux. Merci pour la parole. Par rapport à la question où vous évoquez qu'une image vaut 1000 mots, en fait, c'est une conception que la société, on a essayé de montrer à la société par rapport à l'importance capitale de l'image. Et dans ce cas-là, j'évoque l'exemple d'un photographe africain, M. Nzima. C'est un photographe sud-africain qui aurait documenté sur le parcours de Mandela avant et après l'apartheid. Qu'est-ce qui est arrivé? La police et la classe dirigeante a donné ordre à ce qu'on ne laisse pas un photographe noir arriver à réaliser des images. Mais le monsieur était petit et il faisait ces images. Presque le reportage sur Mandela, c'est lui qui a des anciennes archives par rapport aux jeunes photographes. Alors, on ne pouvait pas l'arrêter, mais les agences achetaient ces images. Je prends le cas de Getty Images et les autres. Ils récupéraient les images de M. Nzima et en faisaient leur propriété privée. C'était quoi les principes? Les images qui ont fait le tour du monde. Nzima fait les photos, mais on dit ne l'empêchons pas. Mais récupérons ces images parce que quand il lance ces images dans la communauté ANC, ces images font plus que même ce que nous nous écrivons dans les journaux. Et au fur et à mesure, c'est parti comme cela. Et aujourd'hui, Mandela meurt. Ces mêmes images sont en train de servir pour maintenant la médiatisation réelle de Mandela. Et Nzima n'a eu que la propriété de ces images il y a qu'une année après. Après avoir travaillé pendant toute sa vie. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par rapport à cet exemple dont vous venez d'évoquer? Par rapport à l'exemple que j'essaie d'évoquer là, les médias dirigés par des Occidentaux ou des Blancs qui dirigeaient l'Afrique du Sud à l'époque savaient que ces images, en arrivant dans le peuple sud-africain noir, ça avait plus de force que venir avec des journaux comme ça. Parce que ces journaux étaient pas liés avec tout le monde. Alors, les images, on brandissait les images juste avec des slogans aussi, Mandela, liberté et consort. Juste un mot, mais le principal de ce qui est, c'est la photo qui était... Donc vous affirmez que les images peuvent influencer toute une société. Exactement. Parce que le photographe que nous sommes, nous travaillons sur le peuple qu'il tire. Nous essayons de raconter le quotidien de notre vie. C'est-à-dire, nous racontons notre histoire quotidienne. Ce n'est pas dans le sens où vous évoquez des femmes violées, les images de femmes violées, pillage, guerre et consorts. Ça, c'est juste des images pour le fonds de commerce pour le média, les organes de presse et consorts. Mais les photographes que nous sommes, c'est porter notre parcelle à la contribution au développement de notre société. Montrer les cultures de chez moi, montrer les réalités de chez moi, essayer de faire référence aux mémoires de ma société. Un enfant qui est né aujourd'hui, s'il passait sur Mandela, vous lui posez qu'est-ce qui était ici avant, cet enfant n'aura pas l'information à vous donner. Mais à l'instant où il y a une photo qui a été réalisée avec le monument de la paix qui était sur place,
au moins cet enfant pourra venir, c'est en mémoire de ce qui a été la société. Merci, chers panélistes. Ça a été très enrichissant, vos intervenants, sur différentes questions par rapport à cette question d'une image vaut-elle 1000 mots. C'est quand même très important de définir, de recadrer ce concept. Alors, juste après ceci, nous allons nous retrouver pour un deuxième groupe des panélistes. L'exposition World Press Photo Kinshasa. Nous sommes de retour, on n'a pas fini, on est toujours là parce que c'est de la photo que nous parlons aujourd'hui, bien sûr, avec Fezamika et tous ses intervenants. Notre deuxième rubrique, mesdames, messieurs, c'est la photographie, le photographe, héros de l'ombre. Et avec nous, sur ce plateau, il y a encore d'autres intervenants, d'autres panélistes. D'autres intervenants, vous l'avez dit tonton Jaco, en face de moi, sur le premier fauteuil, nous avons Simon Chamala, photographe, critique d'art. À côté de lui, c'est notre premier panéliste qui revient encore, Justin Makanzara. Vous êtes lauréat même du concours Congo Press Photo. C'est bien pour ça qu'on a tenu à ce qu'il revienne. Qu'il revienne, qu'il nous parle encore de son expérience. C'est très important. Et une dame sur ce plateau, il s'agit de Nathalie Capella. Elle est présidente de l'association Communicateurs et enfin le vice-président du CESAC. Chers panélistes, bienvenue à vous. Alors Simon, tout de suite, j'ai l'envie de vous poser la question, est-ce que c'est facile d'être photographe en République démocratique du Congo? Merci bien pour la question. Mais je vous dirais que ce n'est pas facile d'être photographe, parce que être photographe, c'est accepter d'avoir un œil crevé. Parce que pour faire la photo, il faut avoir un œil. Si tu as deux yeux, tu ne sais pas faire la photo. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il faut fermer un œil, rester avec un seul œil pour bien voir, pour faire son cadrage et saisir son image. Donc, ce n'est pas facile. Toute personne qui fait la photo avec deux yeux ouverts, à mon avis, n'est pas photographe, parce que, par définition, ça s'est dit. Alors pratiquement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? C'est plein. Il y a plein de difficultés. Déjà, quand on voit avec un appareil photo, on refuse l'accès à certains endroits. C'est déjà une très grande difficulté. Des fois, on entre en tant que, on se déguise sous une couverture d'une autre personne morale, mais une fois dedans, on fait des photos avec un cadrage qui est problématique, parce que vous tenez à tout prix à avoir les images. C'est une grande difficulté. La plus grande difficulté ici, c'est le mental de nos dirigeants, de nos décideurs. On ne sait pas ce qui se rapproche. Parce que s'ils ne se rapprochent pas quelque chose de négatif, ils pouvaient laisser qu'on les photographie à l'aise. Mais du fait qu'ils refusent, donc, il y a des raisons inavouées. Mais vous savez en même temps, monsieur Yves, Simon Chamala, que... même ailleurs, il y a des endroits où on ne peut pas photographier. Ça se passe un peu partout, presque partout dans le monde. Je ne dirais pas partout, mais presque partout. Qu'on peut dire que vous avez quand même des limites? Oui, il y a des endroits stratégiques, il y a des endroits et c'est connu. Mais, parce que quand nous obtenons des autorisations de sortie, de photographier, on nous indique ces endroits-là. Mais il y a des endroits qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est mentionné dans les autorisations. On vous interdit de faire de photos. Par exemple, l'endroit où nous sommes ici, c'est depuis quand on nous autorise à photographier. Mais dans les autorisations, ça n'a jamais été mentionné. Mais on n'a jamais réussi à faire des photos ici. Ou si on les fait, c'est sans cadrage, ou une photo volée à distance. Mais maintenant, je suis très content de voir cet endroit qui fut à l'époque un tabou. Maintenant, nous sommes obligés de faire des photos comme on en veut. Et moi, ça m'a étonné. Bien que moi, il m'a été permis, avant de faire sortir mon appareil photo, j'ai jeté un coup d'œil à gauche, à droite, pour voir si réellement c'est pratique, c'est comment rendu public. C'est vrai qu'il y a des limites, nous respectons ces limites-là, mais chez nous, on va même au-delà des limites et on vous interdit tout. Parce qu'il faut mentionner, justement, pour tous ces téléspectateurs, que cette émission se passe d'ailleurs ici même à l'échangeur de l'Imité. Bien sûr, c'est quand même un cadre qui devient de plus en plus culturel et historique, dont les Quinois doivent désormais avoir l'habitude de fréquenter. Il n'y a plus des restrictions par rapport à ces lieux. Et donc, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Voilà. Nathalie, on est à vous. On a eu
à récolter quand même ces difficultés de nos photographes sur le terrain. Il faut dire que vous faites le même travail parce que vous procédez à la collecte de l'info, vous traitez, vous diffusez. Et si je me rappelle bien, vous avez même été une fois frappé par une décision de l'organe des régulations pour question de conformité, oui, qui est juste à côté de vous. À côté. Belle coïncidence. Oui. Vous allez peut-être vous expliquer tout à l'heure sur cette question. Mais considérons que rien ne marche sur ce point. Quelle est la responsabilité de l'État? Quelle est votre responsabilité, vous, en tant que journaliste, sur cette question de traitement, de diffusion et de collecte d'informations? Je vous remercie, madame, d'abord pour m'avoir invitée. Je suis aussi très heureuse et très à l'aise qu'on puisse aujourd'hui commencer à lancer un débat sur cette discipline, le photojournalisme. C'est une discipline qui est oubliée, pourtant les textes en parlent déjà. Du côté de la législation, le législateur a fait son travail en insérant cette discipline déjà dans la loi qui organise la presse. Le régulateur à côté de moi a fait son travail aussi en essayant de trouver des moyens d'encadrement. Mais j'aimerais revenir quand même sur quelque chose dont les co-débatteurs de la gauche ont parlé. Le débat se situe à quel niveau? C'est au niveau de la qualité de la photo ou au niveau de la qualité même des personnes qui font ces photos? En République démocratique du Congo, il y a une certaine pratique de censure, c'est une réalité. Il y a aussi l'autocensure. Ça commence par les journalistes eux-mêmes, mais aussi les photographes eux-mêmes aussi. Imaginez-vous, aujourd'hui, on devrait libéraliser cette discipline. On dit à tous les photographes, faites les photos comme vous voulez. Je dirais comme ça que celui qu'on appelle Tonton Jaco, il verra un jour un photographe en train de filmer dans sa chambre. Il prend une photo et puis il dit, tu ne payes pas, je diffuse. Déjà que ça arrive. C'est-à-dire que il y a déjà le problème économique du pays qui fait que cette misère a beaucoup d'incidence sur le métier de journalisme en général et aussi sur la discipline même de la photo en particulier. Donc, eux, s'ils disent qu'ils emmènent leurs photos dans les maisons de presse, on les chasse entre guillemets, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Je pense que si ce journal-là n'a même pas de quoi arrondir ses fins du mois pour payer son personnel, où est-ce qu'il trouvera de l'argent pour acheter sa photo qu'il peut vendre peut-être à 10 000? Ou alors s'il vend cette photo avec l'intention de faire un chantage à un homme politique, où est-ce que ce journal trouvera cet argent? Il y a plusieurs aspects de choses qui font que la politique même du pays est en train de diminuer, même de réduire cet avantage, cette force de ce que nous avons comme quatrième pouvoir. Dans d'autres pays, la presse, c'est vraiment le quatrième pouvoir. Et la presse, quand la presse diffuse quelque chose, publie quelque chose, on ne discute pas. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, à Kinshasa particulièrement, la presse qui refuse de traiter avec une force politique ou militaire est une presse qui est mise de côté, est une presse qui, entre guillemets, est censurée. Hein, je renvoie la balle un peu à côté. Mais c'est aussi une presse qui vivra dans la misère. Donc, par exemple, nous avons cherché à travailler sous forme d'ASBEL pour ouvrir le champ à tout le monde. Les gens nous aident, il y a des dons, des legs. Et c'est comme ça qu'on arrive à donner l'information. Je dirais la vraie, ça dépend et c'est selon. Mais en tout cas, on essaye de travailler. Et le problème du photographe en République démocratique du Congo et à Kinshasa, selon les statistiques que je pourrais peut-être, d'autres gens pourraient contredire, pour seulement la commune de Massina, il y a 10 000 photographes. Pour combien de personnes? Pour combien de clients? Et sur les 10 000 photographes, aucun n'est répertorié sur une liste officielle, ou s'il y a des manifestations, ou s'il y a une information réelle à récupérer, on peut récupérer ce photographe-là. Est-ce qu'il y a une structure, madame, avant de continuer, est-ce qu'il y a une structure chargée justement de répertorier tous ces photographes? Je suis très à l'aise de dire non et très mal à l'aise de renvoyer la question à l'autorité de régulation qui devrait faire son travail, que je suppose qu'il ne fait pas. Pourquoi? La question est à poser. Depuis la création du CESAC, par exemple, on a l'impression que l'autorité de régulation s'occupe plus des audiovisuels, de la presse écrite et la discipline de la photo.
pourtant, ils sont là, ils vivent dans la misère, comme ils viennent de le dire. Heureusement que nous avons des hommes de terrain qui nous expliquent que à Kinshasa, tout est sensible. Vous ne pouvez pas prendre une photo au bord du fleuve si vous n'avez pas quelqu'un qui vous tient dans le collet. Hein, si vous êtes une dame, donc on vous tient dans les parties, vous imaginez, pour seulement qu'on puisse ravir ces photos. Et ce sont des pratiques qui sont réelles. Malheureusement, pas seulement en RDC, mais dans beaucoup de pays d'Afrique aussi, il est difficile de prendre des photos comme ailleurs. Mais est-ce qu'on devrait calquer le modèle extérieur en République démocratique du Congo? Pourtant, on n'est pas dans le même contexte. On est dans un contexte des pays à démocratie jeune, où tout est à apprendre. Donc, il faut laisser la chance à beaucoup de gens, à beaucoup de structures, de s'asseoir, mais aussi insister et travailler sur ce que l'on n'arrête pas de dire stabilité macroéconomique puisse être réellement effectif pour que justement ce qu'il y aura comme investisseurs et ces retombées puissent retomber aussi dans la presse. Comme ça, on aura moins une presse indigente, une presse qui fait que tendre la main pour après être brimée par ce même politicien-là. C'est déplorable, mais c'est comme ça. C'est une réalité que nous voulons tous, grâce à des émissions pareilles, à des expositions, montrer que si ça se fait ailleurs, en République démocratique du Congo aussi, on peut le faire. Nos photographes peuvent prospérer aussi, travailler comme dans d'autres pays où la presse est soutenue par des sociétés, hein, des entreprises qui soutiennent la presse, aussi. Par l'État aussi, mais beaucoup plus par des entreprises qui donnent leur publicité dans ces médias-là et qui font en sorte qu'on puisse rémunérer les journalistes. Mais ici, on a beaucoup plus de publicité d'alcool. Donc cette presse-là est obligée de faire la publicité d'alcool, une publicité nocive, mais pour se faire de l'argent et payer les journaux. Donc le problème se situe à beaucoup de niveaux et grâce justement à ce genre de débat, à cette discipline qu'on a négligée, on pourrait ouvrir la boîte à Pandore et sortir tout ce qu'il y a comme crabe et beaucoup de problèmes et les régler en même moment. Et tout se règle qu'au niveau de l'économie du pays. Il y a beaucoup de choses à se dire, Feza. Beaucoup de choses. Nathalie a évoqué même... Je pense qu'à elle seule, elle ferait une seule émission. On a beaucoup de questions à lui poser. Oui. Alors finalement, Monsieur Alain Coué. On vous a vraiment attaqué directement comme ça. Vous faites pas votre travail. Je suis très à l'aise. Très à l'aise parce que le pays ne marche pas. Vous le reconnaissez? Les problèmes de journalistes, les problèmes de photographes, c'est un problème économique. C'est un problème économique. Tout ce que nous disons là, tout ce que nous évoquons, c'est économique. C'est comme ça que nous n'avons pas une bonne presse, c'est comme ça que nous n'avons pas de bons photographes. Apparemment, c'est... Oui, je pense aussi, tonton Jaco, que si nous ne faisons rien maintenant en termes d'organisation, quand nous aurons ces financements où l'économie marcherait mieux, il n'y aurait pas forcément ce que nous attendons. Il faudrait commencer maintenant, monsieur Alain. Voilà. Nous, au niveau de la régulation, c'est vrai que nous avons été distraits. Nous avons été distraits pendant un certain temps. Nous avions un problème institutionnel à résoudre. Et nous venons de les résoudre. Je crois que c'est maintenant qu'on va nous juger. Parce que l'image que Nathalie est en train d'évoquer tout à l'heure, c'est l'image d'un individu. Ce n'est pas l'image d'une institution. Il y a un deuxième micro. Oui. Je n'ai pas personnalisé le débat. J'ai parlé d'une institution qui a fonctionné pendant un moment donné, dès la promulgation de la loi portant création et organisation du CESAC par le président de la République. Donc, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question d'institution. D'institution, non. Merci, madame. Et là, nous sommes d'accord. Pourquoi ils n'ont pas pu faire leur travail à cette Pourtant, époque. ils sont en comité. Voilà. C'est un problème d'homme. C'est un problème d'institution aussi à la fois. Parce que si nous parlons de la régulation des médias, et celui qui doit représenter la régulation est un obstacle à la régulation, je crois que le problème est faussé au départ. Mais pour le moment, on va nous donner le temps, nous allons travailler, vous allez voir que ça va marcher. Mais par rapport à la photographie, je crois que les mesures ont été prises. D'abord, au ministère du Tourisme, tout a été libéralisé, sauf les camps militaires. Ça, nous devons savoir que tout a été libéralisé. Et comme les droits ou, je voulais dire, les mesures que nous devons prendre, ce sont des mesures qui sont, je voulais dire, s'arrachent. Ça va s'arracher.
je passe aujourd'hui, par exemple ici, j'ai voulu organiser un album il y a 3 ans. Un album. J'arrive, ici là, on me dit non, on ne peut pas photographier. J'arrive à l'aéroport, on ne peut pas photographier. J'arrive à la RTNC, on ne peut pas photographier. Les problèmes, c'est les problèmes, la liberté s'arrache. Nous avons des lois aujourd'hui, nous avons des textes aujourd'hui. Mais c'est que nous devons faire. Ils ne sont pas vulgarisés, M. Alain Koné. Mais c'est ça, c'est ça. Le militaire, le policier ne sait pas, qui n'a pas... J'arrive. Le problème, c'est celui qui est sur le terrain. Un policier peut vous coincer dans votre coin, il vous coince et il vous arrache l'appareil. C'est ça le vrai problème. Ici, le problème que nous devons maintenant débattre, c'est le problème de la vulgarisation des textes. Les textes doivent être vulgarisés. Si nous vulgarisons les textes, tout le monde a l'information du problème qui est aujourd'hui à ça. Si nous nous plaignons dans notre coin, nous disons, bon, voilà, et tout ça, les photos sont arrêtées, et nous allons perdre du temps. Alors, excusez-moi, ça me pousse tout de suite à dire que nous avons un problème au niveau de la mise en place de certains mécanismes par rapport à l'applicabilité même de ces lois. Parce qu'on peut prendre une décision et l'abandonner à bout de chemin. Ça veut dire que vous n'avez rien fait parce que les photographes sur le terrain, ce qui compte, c'est leur vécu au quotidien, des mêmes difficultés tous les jours. Donc, quelque part, vous risquez de confirmer ce que Madame Nathalie a évoqué. Vous ne faites pas votre travail. Je ne peux que confirmer parce que Nathalie Capella, comme vous le savez, c'est notre... Il nous a soumis à la facilité. Nous avons travaillé, nous sommes de l'école. Mais le problème ici, c'est un problème de l'institution. Vous savez, nous, les CESA, on dit que l'organe de régulation est là en place. Et on vous donne votre salaire, et on ne vous donne rien d'autre pour faire ce travail. Il faut voir le problème au niveau du gouvernement qui doit plutôt donner des moyens aux institutions qui existent pour faire ce travail. Mais si j'ai mon salaire, je vais faire le travail avec quoi? Je dois faire le travail avec l'argent qui doit faire le travail, pas avec mon salaire. Mon salaire, on me paye. Je vais manger avec mes enfants. Mais il faut qu'on me donne le travail. Je voulais quand même... Oui, en 30 secondes. Il y a des cas, nous sommes dans le judiciaire, dans l'association de communicateurs, on publie des informations aussi, l'actualité judiciaire, les journaux d'information judiciaire suspendus par le CISAC. C'est aussi un débat. Mais la question que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a au moins 10% des photographes sociaux qui sont dans la République de Tchad, qui se retrouvent en prison maintenant, qui n'ont pas de dossier. Donc, personne n'a même un avocat pour le défendre. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris en flagrant délit. Ceux qui les arrêtent en flagrant délit. Donc, en train de prendre une photo sur un endroit sensible. Est-ce que pendant ces séminaires, pendant ces débats, on peut penser à ces gens qui n'ont pas d'avocat pour les défendre, et aussi l'autorité de régulation peut aussi aider à ces gens-là, parce que c'est leur rôle aussi, protéger les médias, protéger la presse, et ils font partie d'une discipline de la presse. Je voulais dire que les problèmes des photographes, nous ne connaissons pas. C'est ça le problème. Pour que nous régulons les photographes, par exemple, les journalistes, les caméramans, il faut qu'ils s'enregistrent chez nous. Le problème que nous avons maintenant est que les photographes ne sont pas enregistrés chez nous. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de leur faute? Nous ne savons pas. Vous devez passer chez nous pour faire enregistrer si vous êtes photographe. C'est maintenant que vous le dites, on n'a jamais su. On n'a jamais su. Oui, mais si on n'a jamais su. Ils ne savent pas qu'ils doivent venir chez Si on n'a jamais su, la faute à qui? La faute à l'autorité. Je représente, je suis désolé, nous avons la faute, mais la faute aussi professionnelle du pays. Parce que la loi qui régit la presse a été promulguée, a été diffusée. Tout le monde doit venir. C'est ça pour déposer son dossier. Et si les dossiers, comme Nathalie Capella a dit là, les dossiers de conformité, et pour les photographes de presse. Mais si ces photographes de presse ne viennent pas, et c'est ça qu'on ne peut pas aller prendre les photographes chez eux ou défendre une personne qui n'est pas. D'accord, on va clôturer cette rubrique avec Justin. Parce que quand on dit que c'est vrai les photographes, beaucoup de photographes ne se sont pas fait enregistrer. C'est ça, mais beaucoup d'autres photographes se sont enregistrés. Moi personnellement,
j'ai une carte d'artiste, j'ai une carte de presse, de l'INPC, et puis j'ai une carte pour mon journal. On ne parle pas de vous, il ne faut pas faire ça. Non, je donne, oui, je donne juste un exemple par rapport à ce qu'il a dit par rapport aux arrestations. Mais je me suis fait arrêter à plus de 5 reprises, en ayant ma carte d'artiste, en ayant ma carte de presse, en ayant ma carte du journal, avec des volets 2011, plusieurs fois, 2012, 5 fois je me suis fait arrêter, alors que j'ai cette carte. Si moi qui ai la carte, je n'arrive pas à jouir de la carte ou à être sécurisé même en ayant la carte, celui qui n'en a pas, quel est son sort? Le problème est... vous devez passer au CESAC, il faut que le CESAC vous identifie. Il ne suffit pas d'avoir une carte et vous êtes protégé. Il faut venir au CESAC et le CESAC vous identifie. Allez, ça on livre la carte déjà, donc je suis identifié. À l'instant, non, vous n'êtes pas identifié. On va me livrer une carte. D'accord, nous allons conclure avec cette rubrique, mesdames, messieurs. Tout de suite, médias, parents pauvres de la RDC, ne zappez pas. L'exposition World Press Photo Kinshasa. Médias, parents pauvres de la RDC, encore une fois des intervenants, on va parler de cela. Est-ce que nos médias peuvent s'auto-financer? Est-ce que nos médias peuvent émerger, aller très loin et sans dépendre de qui que ce soit? C'est sur ce plateau qu'on va discuter de cela, Feza Mika. Bien entendu, tonton Jaco, c'est une question très complexe sur ce plateau. Nous aurons en face de nous Axel Ngocho, il est responsable Web Radio Capi, et Joaldo Dominguez, photoreporter vénézuélien, Alain Coy, vice-président du CESAC. On le retient. On le retient. Et enfin, Christian Bricky, directeur du musée d'art contemporain et multimédia. Bienvenue dans ce débat. Merci. Axel, puisque vous avez le micro, moi je vais commencer directement par vous. Vous êtes de Radio Okapi et c'est quand même une structure qui arrive à tenir financièrement. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer sur ce plateau, est-ce que nos médias peuvent s'auto-financer, peuvent être indépendants financièrement parlant ou pas? Oui, je crois que nos médias peuvent être indépendants financièrement. Déjà, si je pars du cas de Radio Okapi, Radio Okapi est financé, il y a les Nations Unies qui financent, mais il y a également une part de financement qui est apportée par les bailleurs occidentaux via la Fondation Hirondelle, qui est une ONG suisse partenaire à la MONUSCO dans le projet Radio Okapi depuis 2002. Mais il se fait que les financements s'amenuisent d'année en année. L'aide publique au développement, vous le savez, tend à diminuer. Et du coup, il a fallu, par exemple, que Radio Okapi puisse réfléchir pour trouver comment pallier cette baisse de financement. Depuis quelque temps, nous avons par exemple la communication publique, la communication institutionnelle sur nos ondes, des messages vraiment à caractère général. On parle de vaccination, on parle de ces genres de messages. Et il y a des organisations qui sont prêtes à débourser de l'argent pour ces messages. Mais Radio Okapi ne fait évidemment pas de la publicité commerciale comme le feraient d'autres. Parce que justement vous êtes financé alors. Exactement. Voilà. Donc, alors par rapport à nos médias, oui. Et je suis passé par là pour dire que s'il y a des organisations qui acceptent de payer pour ces messages d'intérêt général qui concernent les femmes, les enfants, mais c'est d'abord d'une part parce qu'on sait que c'est une radio qui couvre l'ensemble du territoire national. Donc ça, c'est un défi pour nos médias. Aujourd'hui, à part Radio Okapi qui peut diffuser en temps réel sur l'ensemble et couvrir l'ensemble du territoire national, on n'a pas un autre média qui peut le faire. Il y a non seulement le réseau Radio Okapi, mais Radio Okapi a un réseau des correspondants. Donc les médias aujourd'hui, les médias congolais, s'ils veulent aller vers l'autofinancement, ils doivent prouver aux annonceurs
qu'ils sont en mesure d'atteindre chaque Congolais dans le coin et dans chaque recoin de ce pays. Moi, je ne vois pas un annonceur qui hésiterait à mettre la main dans la poche s'il sait que depuis Kinshasa, il diffuse son message, il diffuse sa publicité, ce sera suivi à Kanyabayonga, à Mitouaba, dans le fin fond. Donc ça, c'est déjà un premier défi. Oui. Un deuxième défi, c'est nos programmes. Ça veut dire que nos médias ici doivent adapter, nous devons adapter nos programmes aux vrais besoins des auditeurs, aux vrais besoins des lecteurs dans le cadre des journaux, parce que l'intérêt du public, c'est quoi par rapport à un média? C'est par rapport au contenu. S'il y a un contenu qui accroche, il y a le public. Quand il y a le public, l'annonceur n'hésite pas à mettre la main dans la poche. Donc c'est intercorrélé. Est-ce qu'on a une bonne couverture? Les médias sont-ils suffisamment diffusés dans toute la RDC? Si on peut couvrir la RDC, mais c'est pour couvrir avec quel type de contenu? Donc je crois que si déjà les médias arrivent aujourd'hui à répondre à ces questions, ce sera un grand pas pour pouvoir... Théoriquement, c'est logique ce que vous avancez. D'ailleurs, je pense, Feza, que tous nos médias savent exactement ce qu'il faut faire. Mais est-ce que vous pensez que c'est assez facile par rapport à tout ce que vous évoquez là? Oui, d'accord. Je peux atteindre la grande partie de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, tonton, sur ce point, j'allais juste ajouter pour dire que ça, c'est un investissement en amont. Parce que pour atteindre toute la RDC, il faut mettre du paquet. Est-ce que c'est toujours le cas pour nos médias? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous pouvez continuer votre idée. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est toujours pas le cas. Mais le public qu'on atteint, ce petit public-là qu'on peut atteindre, est-ce qu'on leur apporte le type de contenu qu'ils attendent, qu'ils espèrent? Je vais donner un petit exemple. On a vu ces dernières années, dans nos médias audiovisuels, de plus en plus des journaux en lingala, mais pas le lingala pur que nous avons tous connu. Et ces programmes ont suscité un vrai engouement. La réflexion que moi je me fais, c'est qu'il y avait un vrai besoin. Donc, il y avait un contenu médiatique qui posait peut-être un problème d'intelligibilité. Peut-être que le message ne passait pas assez. Voilà, de transmission. Et du coup, il a fallu que quelqu'un pense. Quelqu'un a commencé pour dire, je crois qu'on peut emmener le même message, mais différemment. Essayer de rendre le message plus intelligible. Aujourd'hui, on le voit dans presque toutes les chaînes de télé. Chacun a son programme d'information, voilà, en langue, mais pas en langue telle que les académiciens de nos langues nationales le diront. Et ces programmes-là, rassurez-vous, je crois que leurs producteurs, s'ils étaient là, ils n'allaient pas me contredire. Ces programmes-là ont rapporté de l'argent aux chaînes de télévision parce que la plupart d'entre eux, d'ailleurs, n'avaient pas été initiés dans les chaînes. Donc, il y a des indépendants qui ont pensé à ça, qui ont initié ça et qui ont apporté de l'argent. Moi, je pense sincèrement que tout part du contenu. Nous devons repousser les limites de la routine de ce que nous faisons déjà, penser à des contenus novateurs. J'ai pris cet exemple pour montrer que c'est possible que l'on puisse attirer du public. C'est vrai que le régulateur qui est là pourra me dire oui, c'est vrai qu'il y a eu ces programmes, il y a eu parfois des dérapages, mais dans l'essence même, l'idée c'est les gens attendaient des choses différentes de ce qu'on avait vu depuis. Et ils ont tout de suite accroché et les gens étaient prêts à payer. Est-ce que c'est possible d'avoir un média sans coupage? Je parle de coupage parce que nous sommes en RDC. Possible d'avoir... Après, nous allons expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers les mondes, qui ne et à notre ami Dominguez qui est là. Bien sûr. Oui, le coupage tel qu'il se pratique chez nous, je crois que c'est possible. Mais on l'a dit ici dans la précédente thématique. C'est possible de l'éviter, d'évoluer, de vivre sans coupage. Oui, mais on a dit ici dans la précédente thématique que tout est lié à l'économie. Voilà. Nous devons repenser le modèle économique de nos médias. C'est lié à ça. Il y a très peu d'annonceurs, il y a très peu d'entreprises, c'est vrai, parce que traditionnellement, de quoi est financé un média? C'est de la publicité, c'est de la vente, si c'est un journal, même en ligne, on vend son contenu. Mais d'abord, c'est lié, comme on le disait ici tantôt, à l'économie générale du pays. Voilà.
Alors, juste à côté de vous, il y a Joaldo Dominguez, qui est photoreporter vénézuélien. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, il parle français. Alors, justement, par rapport à votre métier, et aussi parce que au Venezuela, faut dire que c'est un petit peu difficile aussi, comme ici en RDC. Comment vous arrivez justement à gérer cela, à vous autosuffire financièrement parlant? Bien. Et Venezuela, c'est assez différent de la République démocratique du Congo. Et les gens qui travaillent pour les médias, ils perçoivent un salaire des médias qui les permet de vivre. Et après, s'il y a des coupages, ce type de trucs, c'est nettement à cause des journalistes ou des patrons de la presse ou des gens des institutions ou de la publicité qui sont corrompus. Mais c'est pas une pratique courante. On paye pas pour aller sur une émission. On ne doit pas dire les noms d'entrepreneurs ou des politiciens dans un marceau pour gagner l'argent. C'est pas des pratiques. Et par rapport aux photographes, puisque vous êtes photographe, comment vous faites justement? Moi, je suis journaliste. Et la photographie, c'est une partie de mon métier, mais j'ai surtout la presse et la radio. Mais les photographes, ça dépend parce qu'on associe toujours la photographie à la presse, mais il y a des photographes qui sont des photographes artistiques, il y a des photographes qui sont des photographes publicitaires, il y a des photographes qui suivent seulement un genre de photographie plutôt documentaire. Alors, chacun fait pratique dans l'area qu'il couvre. Et il y a différents moyens d'être payé. Il y a des gens qui font son travail avec son propre argent. Et après, quand il a les résultats finaux, il les propose à des personnes qui sont censées être intéressées. Ou parfois, ce sont des commandes où il reçoit l'argent à la base. Et après, il travaille avec cet argent. Et les photographes de presse, ils sont tous un tableau de salaire selon les années qu'ils ont travaillé, selon la qualité du travail, l'âge, l'instruction universitaire, etc. Alors, par rapport à ce que Alex avait dit tout au début, Axel, je m'excuse, Axel a dit... il a parlé du contenu d'abord pour être financièrement indépendant. Il a parlé du contenu. Il a parlé de l'étendue même de la diffusion. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Moi, je crois deux trucs basiques au journalisme. Un, que le journalisme doit revenir aux journalistes, parce que maintenant il y a beaucoup de patrons de la presse qui ne sont pas des journalistes, alors l'information pour eux c'est une marchandise. Alors c'est comme vendre des chaussures, vendre des dentifrices, c'est la même chose. Alors à ce moment-là, la valeur éthique de l'information et du journalisme, qui est à la base est au service de la population, pour les raconter comment un enfant chaque soir une histoire, mais dans ces cas, des histoires qui parlent des problèmes qui affectent une population. Et pas rempli, parce que son but, c'est pas que les gens soient formés, que les gens soient entretenus et que les gens puissent réfléchir sur la réalité, sinon de vendre des journaux. Alors les contenus qu'on va véhiculer sont toujours plus sensationnalistes et plus chargés des matices qui ne sont pas les plus intéressants du point de vue nettement journalistique. Ça, c'est un. Et l'autre chose que je crois basique, c'est... croire à l'intelligence du public. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière les médias qui disent « Oh, mais c'est ça qu'aiment les gens, c'est ça qui nous donne l'audimat. » Mais on n'offre pas une autre chose à les gens et à la population. Et si vous mangez aujourd'hui un chicouin et un pondu et un poulet, c'est hyper bien. Mais si demain vous avez un chicouin, un pondu, un poulet, makemba, fumboa, mais c'est beaucoup mieux, quoi. Alors, on comprend bien que vous êtes ancré dans la culture. Vous connaissez, c'est un exemple que j'aime avec Macaya ou là, c'est beaucoup plus attractif. Hein. Alors, on fait
on fait la même chose avec l'information. Pendant qu'on parle du Congo, mais on parle aussi de ça qui passe les voisins. On parle aussi que chez les Mondelez, c'est pas que la beauté, que l'argent qui coule à flot, sinon qu'il y a des problèmes en Amérique latine, qu'il y a des problèmes en Europe, et mettre en valeur, je suis d'accord avec ça que vous êtes presque tous d'accord, de mettre en valeur beaucoup de capacités et beaucoup de richesses qu'a le Congo. Le Congo, c'est un des pays les plus riches culturellement au monde, avec plus de 485 ethnies, etc., etc. Tout ça, il faut le mettre en valeur, mais il faut jamais négliger l'information à cause de ne pas déranger, de ne pas les choses qui passent. La fonction du journalisme, c'est de les raconter quels sont les problèmes. Et il y a des journalistes qui arrivent jusqu'à là, proposer des solutions parfois. Ça, c'est faire du journalisme aussi. Tout le reste, c'est la communication. Alain Koy. Oui. Alors, on est encore à vous. On est encore Finalement, l'autofinancement des médias a un impact assez majeur sur l'indépendance de ces derniers. Oui, je crois que le vrai problème ici, il faut commencer par repenser les modèles économiques de la presse. Parce que les problèmes que nous débattons, vous savez, un patron des médias aujourd'hui, il se réveille, il n'a rien comme financement et il n'a fait aucun dossier, mais il devient patron de presse. C'est ça qui tue la presse aujourd'hui. Nous devons repenser les modèles économiques, mais nous devons aussi voir ce qui est fondamental. Pourquoi on crée une entreprise de presse? Tout à fait. Parce qu'ici, les gens créent l'entreprise de presse pour le plaisir de créer. Et Axel a parlé du journal à Lingala, mais qu'est-ce que ces journaux-là nous offrent? C'est le coupage, c'est la communication des entreprises. C'est ça qu'ils nous offrent. Oui, il a parlé de la programmation. C'est bien, on peut avoir les programmes. Mais quel programme nous devons avoir comme presse dans notre pays? Non, les pouvoirs publics doivent aider la presse à repenser les modèles économiques de la presse. C'est ça le vrai débat. Tous les autres là, il a parlé de la zone de diffusion. Oui, on peut avoir une zone de diffusion large, mais tous les médias n'ont pas la même zone de diffusion. Je peux diffuser rien qu'à Kinshasa et je fais de l'argent. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Mais que ça soit fait dans les normes, tout ça, dans les exigences de la norme. C'est ça qui tue les pays, en fait, aujourd'hui. Mais vous, organe régulateur, qu'est-ce que vous faites exactement dans ce sens-là? J'ai dit les problèmes, ici, nous sommes venus comme un chevet dans la soupe. Dans un système qui était déjà infesté. Le système était infesté. Nous sommes en train de nous battre comme un diable dans un bénitier. Mais il faut que nous soyons accompagnés, parce que ceux qui nous combattent, ce sont les propres journalistes. Ils nous combattent, mais quand ils sont en difficulté, ils disent « Qu'est-ce que vous faites là-bas au CESAC ?» C'est ça le vrai problème. Nous devons nous mettre d'accord pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas, quelle émission nous allons présenter au public, quel est le modèle économique de la presse pour y arriver. Sinon, le reste, c'est rien, c'est tuer la presse. Et vous croyez que le journal à Lingala machin, et parce qu'on a dit communication à Lingala ceci, parce qu'on a dit communication à Chouaili ceci, est-ce que c'est ça le journal télévisé que nous voulons donner aux gens? J'ai dit, bon, tel papa, il a fait tel élément, bon, c'est bon, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça l'information? L'information doit être... Peut-être l'idée était bonne, mais seulement c'est une question d'orientation des sujets, d'angle, tout ça aussi. Non, c'est pas un problème d'orientation, c'est un problème du fond. Le fond est communication. Il y a une différence entre communication et journalisme. Mais ici, les gens font de la communication et la communication prend une part importante. Et c'est ça qui est vendu, c'est ça qui est présenté. Comme le style qu'on utilise dans ces programmes-là, c'est un style qui attire les gens et les gens ils prennent ça comme programme. Non, ce n'est pas ça le programme. Nous devons travailler pour avoir un modèle économique d'abord. Pour dire que si je veux devenir journaliste, je dois remplir tel critère. Si je vais devenir un opérateur des médias, je dois remplir tel autre critère. C'est ça le problème. Mais c'est le pluralisme finalement qui nous a amené aussi tout ça? Oui, mais c'est ça, nous sommes allés là-bas vaille en fait en réalité. Et vous savez, au Congo-Brazzaville, on ne devient pas opérateur des médias parce qu'on veut. N'est-ce pas? Même aux États-Unis, ce n'est pas à vous réveiller demain, vous dites non, je suis patron des médias. Il faut que
que ces histoires-là soient étudiées par l'État. L'État, c'est nous, mais l'État, c'est aussi le ministère de la Communication. À ce niveau-là, nous devons nous mettre d'accord pour avoir un programme net pour créer, en fait, un modèle économique de la presse. Mais ce patron de médias, ces patrons de médias, ils sont entourés par des professionnels des médias. Donc, ce serait quand même assez faux de commencer à vous plaindre par rapport aux patrons des médias. Non. Je peux dire, ils sont entourés des professionnels des médias. Je peux dire dans une certaine mesure, même professionnels des médias. Dans une certaine mesure, les professionnels des médias ont quitté la profession. C'est la vérité. Axel c'est réfugié derrière Radio Okapi, mais demain, si Radio Okapi n'est plus là, je ne crois pas qu'il va revenir dans la profession. La plupart des professionnels ont quitté les métiers. Non pas comme journaliste, mais peut-être comme investisseur dans le métier. Comme investisseur. Donc, Axel a fini par quitter la profession, en fait, en réalité. Il se cache là-bas, mais quand cette histoire-là va se terminer, il n'aura pas le courage de revenir dans nos journaux à référence, dans nos journaux Africa News. Non, la plupart des journalistes sont des Kianza qui est là-bas. Ils sont allés dans des organismes internationaux. Il n'y a pas de vrais journalistes. Et puisqu'il n'y a pas de garanties sur le plan social, on est à la quête de la survie quotidienne. Mais c'est ça, mais est-ce qu'un journaliste est à la quête de la survie? Oui, mais non. Vous allez seulement faire la quête de la survie et vous sacrifiez l'information. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, encore une fois, vous devez faire votre travail. Voilà. Je parle en même temps comme journaliste parce que je me sens d'abord comme journaliste, mais ensuite comme régulateur. Comme journaliste, j'ai fait ce constat-là. Mais en fait, ça me rattrape comme régulateur. Parce que je me dis, mais qui nous régulons? Nous devons réguler les journalistes, mais nous ne régulons pas les journalistes parce que les gens qui viennent au CESAC sont de nos journalistes. C'est ça tous les dilemmes. Axel, en 30 secondes. Parce que, juste pour placer rapidement un mot pour dire modèle économique signifie en français facile comment je gagne l'argent dans mon entreprise, simplement. Est-ce c'est la vente au numéro pour le journal? Est-ce c'est la publicité et tout ça? Moi, je suis convaincu, je reste convaincu que les programmes sont au centre. Pourquoi au centre? Regardez Kinshasa. Nous avons la télévision en clair. C'est gratuit. Nous payons 0 francs pour regarder la RTNC, B1 et toutes ces chaînes de télévision. Mais regardez de plus en plus comment les gens ont des bouquets satellitaires. Ils achètent la télévision. Mais qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils achètent des bons programmes. Tout est là-dedans. Donc, on peut beau dire, le rôle du CESAC, ce sera de dire aux gens, monsieur, vous qui avez votre programme, dans votre lingala, regardez, vous avez dérapé ici, vous avez dérapé là. Mais on ne va pas dire à ces gens-là, ne faites pas ce que vous faites. Non, ils ont été novateurs, ils ont réussi en tant qu'indépendants à apporter de l'argent dans les entreprises de presse. Je crois que ce n'est pas les lieux de sous-estimer leur apport. C'est à chacun de faire son travail. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a de bons programmes, le journaliste ne va pas courir après la source d'information pour avoir de l'argent. Il va se borner à collecter, à traiter et à diffuser de manière tout à fait indépendante son information. Mais pourquoi le journaliste court après le coupage? Parce qu'à la fin du mois, il aura $100. Il aura $80 comme salaire. Je vous assure que ça ne peut même pas payer son loyer. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, ne lui demandez pas. Dans B1, on a vu, il y a je ne sais pas, quelques mois ou 1 an, un programme novateur, un show télévisé, humour, où on appelait beaucoup d'humoristes qui venaient de... Je ne sais pas si le programme continue encore. Ça continue. Notre salut est là-dedans. Les bons programmes qui vont emmener de l'audience, avec l'audience, les annonceurs vont arriver et les patrons de médias pourront discuter à égal avec les annonceurs. Aujourd'hui, les annonceurs s'imposent. Ils vous disent, on va payer $50 pour cette tranche. Qui va imposer à RFI un prix? Qui va imposer à France 24? Vous prenez ou vous dégagez. À la limite, France 24 peut négocier avec vous. Mais on négocie avec France 24. Pourquoi? Parce que France 24 a des programmes. Et ce sera au CESAC de dire à ces gens, attention, vous avez ce programme, vous voulez l'argent, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Ça c'est clair. Oui, je m'excuse. Il y a aussi trop Merci de Axel. Il y a trop de médias pour rien. C'est vrai qu'Axel dit France 24 et tout ça. Nous devons d'abord assainir. Il y a trop de médias pour rien. C'est là que la balle revient toujours. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ça veut dire que nous devons assainir. Mais pour assainir, il ne faut pas que des gens viennent. Aujourd'hui, par exemple, nous voulons assainir tel média. Ah non, il y a tel politicien qui appelle, qui dit que je suis propriétaire de ces médias. Il faut que la société congolaise se mette d'accord
sur la presse que nous voulons laisser à cette République. C'est là où réside le problème. Ce n'est pas parce que c'est mon média et que je dois protéger coûte que coûte, même si ces médias-là n'offrent rien à la population. Voilà. Alors, pour terminer, on va prendre Monsieur Christian Bricky, qui est le directeur du musée d'art contemporain. Voilà. Multimédia. On a presque tout dit, mais je voulais juste comme ça vous demander si on pouvait avoir d'autres pistes de solutions pour que nos médias puissent quand même finalement être indépendants. Ok, merci beaucoup pour la question. Mais je commence indépendant sur tous les plans. Ok. Je commence d'abord, je devrais normalement être le premier, par vous souhaiter la bienvenue dans nos installations au musée d'art contemporain et des multimédias, parce que c'est nous qui avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir dans ce beau cadre de l'échangeur de l'unité. Mieux tard que jamais, merci. Mieux vaut tard que jamais, merci bien madame, qui est en train d'être rénové petit à petit, mais ça devient déjà assez viable. Ce n'est plus un repère de ce que vous savez, mais maintenant vous avez vu que même la grande porte est ouverte parce qu'il y a ce musée ici. Donc revenez nous voir quand vous voulez. Nous savons que sans cette exposition, B1 ne serait jamais venu, mais vous nous avez découvert et comme vous êtes partenaire pour l'animation de cette exposition, nous vous attendons à bras ouverts. En tout cas, beaucoup. On reviendra. Bien. Pour en revenir à votre question, bon, nous devons d'abord nous poser. Je ne suis pas professionnel de médias dans la profession. Je ne fais pas partie de la corporation. Mais en tant qu'observateur, nous avons une question importante que nous nous posons à chaque instant. Est-ce que la presse congolaise est indépendante? Ça, c'est une question fondamentale. À mon avis, et de l'avis de plusieurs de nos compatriotes, elle n'est pas indépendante. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas indépendante? Parce que quelque part, il y a un sponsor, un soutien. Monsieur le vice-président vient de le dire tout à l'heure. Vous pouvez prendre une mesure, vous avez un coup de fil, un politicien qui vous appelle, dit mais moi je suis derrière cet organe-là, n'y touchez pas. Alors vous allez nous parler d'indépendance et de vraiment travailler la bonne information à fournir aux gens. Vous faites l'information de votre sponsor, mais vous ne communiquez pas. Donc quelque part, il y a déficit. Si vous voulez. Je m'excuse beaucoup d'être peut-être assez direct, mais c'est bien, c'est bien. Oui, c'est important. Il y a déficit de, si vous voulez, d'éthique professionnelle dans nos compatriotes, nos collègues de votre profession. Alors, pour mettre fin à tout ça, mais tout ça arrive pourquoi? Parce que vous n'avez pas de financement. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de financement? Continuons la petite réflexion. Tout à l'heure, un des intervenants a dit, quelqu'un se réveille un matin et dit, désormais je suis patron de presse. Est-ce qu'il a les moyens d'ouvrir une agence de presse, une télévision, une radio, un journal? Est-ce qu'il a les moyens? Mais si vous n'en avez pas assez et que vous sentez que vous avez la vocation, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous réunir à 3 ou à 4 pour faire une bonne agence d'information et travailler correctement? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas se faire? Alors, au lieu d'avoir une multitude de maisons de presse qui en réalité ne sont maisons de presse que de nom. Donc, je crois que le problème revient encore une fois au CESAC. Le CESAC doit prendre ses responsabilités, fermer toutes les maisons de presse qui ne sont pas viables. Même s'il n'en restait que 2 ou 3. Qu'on ferme les autres, et ceux qui veulent faire vraiment la presse dans notre pays, donner l'information indépendante, qu'ils soient viables, qu'ils démontrent les moyens de leur fonctionnement. Alors, en même temps, il y a autre chose, mais je pense que, oui, Alain Coy est là pour répondre à cette question. Je pense que peut-être Dominguez et Axel, vous allez peut-être essayer de répondre à la même question. Ici, en RDC, les médias se plaignent du fait qu'il y ait trop de taxes à payer. Trop des taxes exorbitantes, et les médias déjà qui se cherchent, financièrement parlant, se sentent asphyxiés. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Essayez aussi de nous éclairer un petit peu. Oui. On a trop de taxes. C'est allusion faite à quoi? J'ai suivi dernièrement que le ministre Kinki a demandé 25 000 $ par an pour les médias comme taxe. Est-ce que c'est vraiment ça, trop de taxes? C'est ça, nous devons nous poser la question. Vous voulez investir dans les médias, mais vous n'avez pas les moyens.
s'il faut dire ça comme ça, que nous n'avons pas les moyens, nous ne pouvons pas payer, mais il ne faut pas dire qu'il y a trop de taxes. Mais il n'y a pas que le ministre Kinké, il y a d'autres structures aussi qui demandent des taxes. Quand tu regardes la somme de ça, et tu vas par exemple dans un pays à côté, tu verras que c'est dérisoire. Le problème ici est que les gens ont leur officine dans la poche, ils croient que ce sont des médias. C'est ça le vrai problème. Nous devons d'abord rester avec des médias qui sont réellement pour l'information, qui font l'information. Mais vous êtes d'accord avec nous que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Oui. Quand nous avons ces médias qui fonctionnent comme ça dans le désordre, on aura les mêmes effets. Il y a un problème de financement. Ils ne pourront pas payer ce 25 000 $ par an. Ils vont, je suis catégorique quant à ça. Ils doivent fermer. Et je suis parfois d'accord avec les ministres. Bon, j'ai dit il y a la conjoncture qu'il faut observer, tout ça. Mais en réalité, nous devons fermer, rester avec, comme mon frère a dit ici, 5 médias qui sont capables de soutenir les coûts de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que ça sera possible avec la politique que vous avez maintenant? C'est un processus qui commence, mais ça sera possible un jour. Nous devons nous investir là-dedans, que tous les autres fusionnent. 3-4, nous restons avec des médias réels. Sinon, l'avenir du pays est tronqué. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à Brazzaville, ce n'est pas ça. Au Rwanda, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? En Centrafrique, ce n'est pas ça. Pourquoi seulement ici, dans notre pays? C'est ça la question que nous devons nous poser. Indépendance, oui, mais il faut que nous travaillions dans le Nord. Axel va conclure. Hein, oui, donc rapidement, je crois qu'il y a lieu quand même que les pouvoirs publics pensent à la défiscalisation, ne fût-ce que dans une certaine mesure. Exemple, les dépêches de Brazzaville, vous connaissez le quotidien, ou je crois le billet hebdomadaire, il est vendu ici à 200 francs congolais. 200 francs congolais, c'est 1 $ divisé par 5. Mais le potentiel, il est vendu à combien? On peut aider le potentiel. Pourquoi on ne peut pas imaginer que le potentiel puisse, je ne sais pas moi, importer du papier à un prix tellement réduit qu'il nous vendrait son journal à 100 francs? Le potentiel à 100 francs, même si je n'ai vraiment pas envie de lire, je serais tellement gêné que j'achèterais quand même pour donner à quelqu'un d'autre pour lire. Donc c'est important. Dans nos pays où déjà les gens ont du mal à trouver leurs 2 $ quotidiens pour nourrir leur famille, de débourser 1 $ pour acheter un journal. Je n'ai pris que cet exemple-là de la presse écrite pour montrer qu'il y a un vrai besoin de l'appui de l'État. Pas qu'ils mettent de l'argent nécessairement, mais ne fût-ce que réduire certaines taxes. Pas toutes, certaines taxes. C'est possible. Fesamika, je crois que pour cette fois, on va peut-être s'arrêter ici, pas pour l'émission, mais du moins pour cette rubrique. Et on prendra juste après notre dernier panel sur de l'analogique au numérique vers la digitalisation des médias. Est-ce une chance? Réponse tout à l'heure. L'exposition World Press Photo, Kinshasa. De l'analogique au numérique, Fesamika, pour en parler sur ce plateau. Nous avons Axel Goncho, qui est lui le responsable web de Radio Okapi, Richard Kinzambi, qui est de l'ACP. Nous avons Félix Mangwangu, lui d'ailleurs qui nous a fait aussi venir ici, qui a organisé tout ça, et aussi on le connaît beaucoup plus pour cette histoire du festival Toseka, bien entendu, et encore une fois Web Press Photo. En tout cas, merci d'être là avec nous. Et puis voilà. À ses côtés, Yves Yves Sambou, qui est patron ou président du collectif Sadi. Vous êtes encore une fois avec nous comme panéliste, après avoir intervenu peut-être sous d'autres thématiques. Yves Sambou, vous êtes photographe. En tant que photographe, quel est l'apport de cette numérisation dans votre secteur? Oui, je veux parler un peu ça à des niveaux. Il y a d'abord la production et la diffusion qui pouvaient parler de la présentation au numérique. C'est-à-dire, dans la production, comme notre doyen Chamala a bien précisé, c'est par Richard, oui. Non, Richard, mais je parlerai de Chamala, Simon Chamala, mais qui parlait un peu de la photographie ou bien d'un photographe par rapport à ces photographes qui avaient de l'argentique mécanisé et qui devaient faire de la production dans un champ noir. Et aujourd'hui, il y a suite au temps aussi, on pouvait le dire,
avec cette nouvelle génération de photographes plutôt, qui, suite de temps, on est tous dans ce monde numérique, c'est-à-dire même les plus grands des industries de photographie, maintenant ils sont dans la numérisation, les Canon, les Nikon et tout ça. Et donc du coup, l'image en soi devient numérique dans la création. Et maintenant, ça se décide aussi dans la présentation. Aujourd'hui, on parle de web documentaire que, par exemple, Richard vient de nous parler ici. Mais on parle aussi de la photo, disons, il y a le web documentaire qui peut aussi se présenter dans la photographie. Ou sinon, il y a la photo documentaire qui y est présentée par l'image et commentée parfois. Donc, du coup, c'est la décision des photographes artistiques, souvent dans les contextes artistiques, souvent on le voit dans les musées ou sinon dans la présentation, tout ce qu'on pouvait dire, qui connaissaient de présenter l'image au-delà du papier. Et donc, du coup, c'est vraiment, ça suit les temps. Et par là, il y a pas mal d'artistes ou sinon de photographes, qu'on peut le dire, qui, dans le monde entier, fait la fierté. On peut citer pas mal, je pourrais citer à Lubumbashi, il y a Sami Baloch qui a même réussi plein de prix à l'international, même à la fondation Press Klaus, qui est une fondation hollandaise qui soutient pas mal des artistes. Il y a Kiripi qui va même plutôt monter un biennale, qui va même s'effectuer ici. Il y a Justin, qui est aussi photographe, Joseph Moura, et moi-même personnellement, parce que je fais pas mal d'expositions à l'étranger, et qui est mieux coté, qui est bien visible aussi, et qui fait aussi la fierté du Congo. Donc, ça nous permet à matérialiser notre pensée, mais avec le vitesse du temps, à être actuel. Donc, c'est un peu ça. Mais malheureusement, on a aussi le souci d'apprendre aussi cette ancienne technique qui est le chambre noir, ou sinon... la technique, c'est important, même aujourd'hui. C'est très important, c'est très important. Parce que dans la photographie, la qualité est toujours différente. Voilà. La qualité est tellement différente. Même avec le numérique. Disons, il n'y a pas photo, donc je pourrais dire l'argentique dépasse le numérique, mais en fait, on est en face du temps, donc du coup, on doit se plier. Mais on devait aussi apprendre parce que ça fait partie. Est-ce qu'il y a quand même ces aspects négatifs par rapport à votre exercice du métier en termes de numérisation? C'est vrai que peut-être les autres l'ont invoqué avant, mais est-ce que c'est... Oui, c'est ça parce que le matériel coûte énormément cher. Déjà, le dernier prix de la photographie professionnelle, je peux dire, je prends le cas des Canon que j'utilise souvent, c'est déjà Mac Free. Et ça coûte rien que le boîtier, c'est dans des 2000 et 3000 presque dollars, et sans pour autant parler des objectifs qui peuvent coûter jusqu'à 15 000 dollars. Donc du coup, pour un photographe de la rue, vous imaginez qu'est-ce que ça peut rapporter. Mais la lumière aussi, tout l'équipement qui en suivent, c'est tout ça. C'est pas toujours évident de l'avoir. Il faut en avoir, mais aussi, on peut le dire, dans le traitement de l'image. C'est-à-dire avoir un très bon ordinateur, et avec des programmations d'original qu'on pourrait traiter les images, mais aussi dans l'impression qui coûte énormément cher. Donc, c'est des matériels, des équipements qui nous manquent ici et à qui on se débrouille pour le faire et qui passent souvent avec difficulté, mais on arrive quand même. Mais c'est un peu ça, quoi. Si on peut l'expliquer, les cas. Tonton Jaco, nous avons le grand patron de Media Lab. Félix, qui nous a fait d'ailleurs le plaisir d'être sur ce plateau avec tous les autres intervenants. Déjà, comme ça, puisque vous êtes d'ailleurs le dernier à être interrogé dans ce programme, j'aimerais juste avoir votre avis par rapport à la digitalisation des médias, à la digitalisation surtout de la photographie, parce que nous parlons de la photo. Est-ce qu'il y a des avantages par rapport à cela? Est-ce que ça nous apporte un plus dans le traitement de la photographie, de l'image? Merci beaucoup pour la parole et pour l'invitation dans cette émission spéciale de B1 au musée d'art contemporain de l'IMT. Écoutez, la digitalisation est à la fois une chance et un frein pour certains photographes. On va dire ça comme ça. C'est une chance parce que tous les médias sont amenés à se digitaliser. Si on regarde, par exemple, ici en RDC, nous avons 24 millions d'abonnés téléphoniques.
on est passé quelque part par rapport aux autres pays européens de l'âge de la pierre, parce qu'eux sont passés par le téléphone fixe. On est passé de rien du tout à un téléphone portable. Donc tout le monde a un téléphone portable, même au village. On avait quand même le téléphone fixe ici. Quelques-uns, oui. quelques privilégiés. Oui. Ça n'a pas pu être répandu dans toute la République en tant que telle. Donc on est passé directement en fait au téléphone portable, et pour aller encore plus loin, on est passé au smartphone, qui permet de pouvoir accéder à Internet. C'est vrai qu'on a un problème avec la fibre optique qui n'est pas encore présente, mais nous avons quand même des opérateurs locaux qui font de leur mieux et qui nous offrent une diffusion Internet qui n'a rien à envier à des connexions que j'ai testées à l'étranger, en Belgique ou en France. Et nous avons quand même une certaine avance à ce niveau-là. Donc c'est une chance pour les photographes parce que ça permet de pouvoir diffuser très largement leur œuvre et se connecter avec des agences internationales de renommée. On a parlé du Times tout à l'heure, on a parlé de Mediapart. Et donc c'est une chance pour ceux qui arrivent à comprendre le système et à l'utiliser. Ça peut être une chance. Il y a d'autres opérateurs tels que Getty Images qui sont spécialisés dans l'image et voilà que les Congolais ne connaissent généralement pas, mais il y a quelques personnes qui connaissent et qui savent utiliser le système, qui placent leur image là. Et voilà, quelqu'un qui était aux États-Unis, qui a été intéressé par la photo, peut l'acheter à des prix assez intéressants. Donc de ce côté-là, c'est une chance pour les photographes. Mais de l'autre côté, il y a la contrainte dont a parlé notre ami Simon Chamala tout à l'heure. Il y a photographes et photographes. Et avec la diffusion de tous ces médias, tout le monde prend un smartphone, fait une photo et diffuse sur les médias sociaux et peut toucher le plus grand nombre de personnes. Et les personnes qui ne connaissent pas, enfin qui font l'amalgame entre des amateurs qui ont, on va dire, un appareil assez poussé technologiquement et des photographes qui ont étudié, qui ont été formés de manière autodidacte ou pas, qui ont été formés pour ça et qui ont un regard assez spécifique et qui ont également un matériel, on a parlé du matériel assez coûteux. Il y a un amalgame qui est fait et à ce niveau-là, la diffusion digitale peut être un frein. Et ça peut être un double frein dans le sens où ces photographes peuvent être plagiés assez facilement. Donc on peut diffuser sur Internet et quelqu'un peut récupérer l'image et puis l'utiliser à d'autres dessins. Et je pense que dans ce cadre-là, nos amis de Radio Okapi sont généralement souvent récupérés. Ils placent des images sur leur site et les autres médias viennent répliquer pour étayer leurs propres articles. Bon, apparemment ça se fait en tout bien tout honneur, mais normalement théoriquement ils doivent demander une autorisation, payer des droits par rapport à ces images. Un peu comme B1 aussi. Oui, nous avons le même problème par rapport à notre site. Alors Félix, si nous sommes là, c'est parce que il y a le Web Press Photo qui a ouvert ses portes ici au Musée d'Art Contemporain durant presque 20 jours. C'est un événement inédit en termes de photographie ici à Kinshasa. C'est une première. Est-ce que vous pouvez nous parler en tant que partenaire à cet événement? Nous savons que vous avez eu beaucoup de partenaires, par exemple l'ambassade des Pays-Bas, nous avons Canon, IMC, beaucoup d'autres partenaires, mais vous particulièrement, puisque vous êtes sur ce plateau, c'était quoi le Web Press Photo ou c'est quoi le Web Press Photo? Mais écoutez, j'ai connu Web Press Photo il y a quelques années, à l'étranger, et c'était à travers une photo d'une dame en djellaba qui a fait le tour du monde et qui avait le nez qui avait été, on va dire, découpé à la machette en fait. Et cette image a fait vraiment le tour du monde. Et j'ai connu cette institution à ce niveau-là, en fait. Bon, cette année-ci, j'ai eu la chance de pouvoir être mis en contact avec cette organisation et avec l'aide, l'appui de l'ambassade des Pays-Bas, de pouvoir développer, faire amener ce projet ici, à Kinshasa. Et donc voilà, c'est Web Press Photo, c'est considéré comme étant on va dire le festival de Cannes du photoreportage. Donc tout photoreporter se doit de passer par cette institution pour pouvoir avoir une sorte de reconnaissance professionnelle au niveau de son métier, en fait. En termes d'expérience, pour la RDC, ça a été? En termes d'expérience, ça a été un très grand succès, non seulement pour l'ouverture où les invités, aussi bien les autorités publiques que privées, ont répondu présent, pleinement. Et au niveau des visites journalières, où en tout cas, surtout vers le début, nous avons eu plus de 800 personnes qui visitaient le musée chaque jour, c'est beaucoup.
Mais ce n'est pas encore suffisant. En même temps, vous valorisez aussi ce site. C'est une double valorisation, c'est un double événement, parce que c'est à la fois l'inauguration de la rotonde intérieure que nous avons menée avec justement l'ambassade des Pays-Bas, qui a été réhabilitée grâce à l'appui de l'ambassade des Pays-Bas. C'est également, on va dire, le lancement de cette exposition qui va revenir chaque année pour valoriser non seulement les photographes internationaux, mais les photographes congolais. Et dans ce but-là, nous avons développé un projet qui s'appelle Congo Presse Photo, et dont Justin, qui est passé à 2 reprises tout à l'heure, a été l'heureux lauréat. On va réitérer l'expérience chaque année et toucher le plus grand nombre de photoreporters. Et donc il y a toute une série de projets associés à ce projet-là, notamment on parlait de répertorier les photographes. Donc le CESAC se plaignait de ne pas avoir de répertoire à ce niveau-là. Donc il y a un travail qui va être fait. Et puis il y a d'autres travails en termes de valorisation, de renforcement de capacité qui va être fait pour révaloriser ce métier qui est un métier, on va dire, essentiel au niveau de vous, médias, pour pouvoir transmettre l'information et apporter la vérité vers la lumière. On va dire ça comme ça. Tonton Jaco, à moins que vous n'ayez une autre question. Non, sinon, en tout cas, il a très bien parlé. C'était d'ailleurs son mot de la fin en même temps. Merci bien. On peut le considérer ainsi. Merci à tout ce public, merci à tous les intervenants et aussi aux téléspectateurs. Merci à toi, Feza. Merci, tonton Jaco. Oui, merci nous aussi, c'est une première, nous deux. Oui, une première, nous deux. C'était une belle expérience. Mais sinon aussi, nous n'allons pas oublier des partenaires qui vous ont accompagnés, Biwan notamment, à qui nous disons un grand merci. Le Royaume des Pays-Bas, il y a Media Lab, beaucoup d'autres partenaires qui ont accompagné ce projet à Kinshasa, la matérialisation de ce projet. C'était une belle expérience, tonton Jaco. En tout cas. En tout. En tout cas, on va peut-être se retrouver pour un autre numéro parce que vous avez senti par vous-même qu'il y a beaucoup de choses à se dire autour de la photographie, mais surtout autour des médias, de cette profession que vous aimez tant. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois. Au revoir.